Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet numéro 6, le modèle de Bohr. Depuis très longtemps, il est connu que les atomes peuvent absorber de l'énergie sous différentes formes et la réémettre sous forme de radiation électromagnétique. Par exemple, si on met de l'hydrogène gazeux dans un tube à décharge et on fait passer un courant électrique, l'hydrogène va absorber de l'énergie électrique et la réémettre sous forme de lumière rose. Ensuite, si on fait passer cette lumière à travers un prisme, on obtient son spectre d'émission. On va voir dans le domaine du visible, donc 4 raies caractéristiques de couleur rouge, verte, bleue et violette. Ce spectre d'émission est un spectre qui est dit discontinu, puisqu'on voit seulement certaines longueurs d'onde précises, tandis que celui de la lumière blanche est un spectre continu, où toutes les longueurs d'onde se suivent l'une après l'autre. Donc, le spectre d'émission est une caractéristique spécifique à une substance donnée. En fait, chaque élément produit un spectre lui est propre et différent de tout autre élément. C'est un peu comme l'empreinte digitale d'un élément. Par exemple, ici, on voit des tubes à décharge contenant différents éléments. On peut voir que la lumière émise est différente pour chaque élément. Et si on décompose cette lumière-là, on obtient pour chaque élément un spectre d'émission caractéristique de l'élément avec des bandes à des longueurs d'onde spécifiques. D'ailleurs, c'est essentiellement grâce à ça qu'on peut identifier la composition chimique des étoiles situées à des années-lumière de la Terre. Ici, sur la figure 5.8, on a le montage expérimental utilisé pour obtenir le spectre d'émission d'hydrogène. Alors, on a l'hydrogène dans le tube à décharge, on fait passer un courant électrique et la lumière émise est décomposée à l'aide d'un prisme, ce qui nous permet d'observer les 4 raies caractéristiques de l'hydrogène dans le domaine du visible, c'est-à-dire rouge, vert, bleu et violet. Notons toutefois que les éléments n'émettent pas juste dans le domaine du visible, mais également dans celui de l'ultraviolet et de l'infrarouge, comme on peut voir ici sur la figure 5.9. Les groupes de raies ont été nommés par le nom des scientifiques qui les ont découverts. Ainsi, les raies dans le domaine de l'ultraviolet sont appelées la série de Lyman, celle du visible, la série de Balmer, et celle de l'infrarouge, les séries de Paschen et Brackett. Au début du 20e siècle, ce phénomène des spectres d'émission restait inexplicable à partir du modèle planétaire de l'atome. C'est alors que Niels Bohr proposa une théorie afin d'améliorer le modèle planétaire de Rutherford et d'expliquer le spectre d'émission d'hydrogène. Selon sa théorie, l'électron dans l'atome ne peut occuper que certaines orbites circulaires permises auxquelles sont associées des énergies et des rayons spécifiques. L'énergie de l'électron sur un niveau n donné peut être calculée grâce à l'équation En est égal à moins RH sur n au carré, où RH est la constante de Rydberg qui est égale à 2,18 fois 10 à la moins 18 joules et où n est le niveau de l'orbite qui doit être un entier positif. Ainsi, on peut calculer l'énergie de l'électron sur les différents niveaux dans l'atome d'hydrogène, ce que je vous invite à faire maintenant. Alors, au niveau n est égal à 1, qu'on appelle l'état fondamental, l'électron va posséder une énergie égale à moins 2,18 fois 10 à la moins 18 joules. Au niveau n est égal à 2, il aura une énergie de
moins 2,18 fois 10 à la moins 18 joules, divisé en 2 au carré, ce qui nous donne donc la valeur de moins 5,45 fois 10 à la moins 19 joules. Donc, je peux faire la même chose là, pour le niveau 3, 4, etc. Donc, niveau 3, ça va me donner moins 2,42 fois 10 à la moins 19 joules. Et au niveau 4, moins 1,36 fois 10 à la moins 19 joules. On peut remarquer que la différence d'énergie entre les différents niveaux devient de plus en plus faible. En fait, les niveaux d'énergie deviennent de plus en plus rapprochés. Ceci est dû au fait qu'on a n carré au dénominateur. Aussi, on peut trouver ça bizarre que l'énergie de l'électron soit négative dans le modèle de Bohr, mais il faut se rappeler que l'énergie associée à une force attractive a une valeur négative. Ainsi, lorsque l'électron est très loin du noyau, par exemple lorsqu'il est éjecté de l'atome, autrement dit donc quand n tend vers l'infini, on lui donne arbitrairement une énergie égale à 0. Puis, lorsqu'il se rapproche du noyau, son énergie va diminuer jusqu'à atteindre la valeur minimale de moins 2,18 fois 10 à la moins 18 joules. L'énergie de l'état fondamental qui est l'état le plus stable. Alors, à partir de ce modèle de l'atome, Bohr va pouvoir expliquer le spectre d'émission de l'hydrogène. Alors, selon lui, les règles caractéristiques sont dues à des transitions électroniques spécifiques. Ce qui veut dire que l'électron n'absorbe ou n'émet de l'énergie que lorsqu'il passe d'un niveau permis à un autre. L'énergie d'une transition va dépendre de la différence d'énergie entre l'état initial et l'état final. Par exemple, si l'on considère un électron dans l'atome d'hydrogène à l'état fondamental, donc n est égal à 1, on peut exciter cet électron-là vers une orbite d'énergie plus élevée, par exemple vers n est égal à 4. On appelle ce type de transition-là une absorption, puisque l'électron va acquérir de l'énergie. La quantité d'énergie à fournir, on peut la calculer à partir de la différence d'énergie entre le niveau 1 et le niveau 4. Donc, en fait, on va utiliser l'équation qui est écrite ici, delta E égale E final moins E initial. On peut noter ici que le delta E va être positif puisque l'électron absorbe de l'énergie. Donc, pour monter vers un niveau plus élevé, l'électron doit absorber de l'énergie. Donc, delta E positif. Ensuite, maintenant sur une orbite excitée, l'électron va vouloir spontanément revenir vers l'état fondamental et c'est lorsqu'il va le redescendre que l'électron va réémettre l'énergie absorbée sous forme de radiation électromagnétique. Donc, lorsqu'il redescend vers l'état fondamental, il réémet l'énergie sous forme de photons. Par exemple, s'il redescend du niveau 4 vers le niveau 2, donc il va émettre un photon dont l'énergie correspond à la différence d'énergie entre le niveau 4 et le niveau 2. Notons que le delta E calculé ici sera négatif, car l'électron perd de l'énergie, mais qu'il correspond en valeur absolue à l'énergie du photon, qui en passant doit être toujours positive. Puis, une fois qu'on connaît l'énergie du photon, on peut déterminer sa fréquence, sa longueur d'onde à l'aide de l'équation de Planck. Une fois sur le niveau n est égal à 2, il pourra redescendre vers l'état fondamental et émettre un deuxième photon.
dont on peut également calculer l'énergie simplement en calculant la différence d'énergie entre le niveau 2 et le niveau 1. Le modèle de Bohr permet donc d'expliquer le spectre d'émission complet de l'hydrogène. En fait, chaque raie du spectre correspond à une transition électronique spécifique. Ce qu'on remarque, c'est que chaque groupe de raies ont un N final commun. Par exemple, la série de Balmer correspond à des transitions dans le domaine du visible et elles correspondent tous à des transitions vers le niveau final N est égal à 2. Plus spécifiquement, les 4 couleurs correspondent à des transitions spécifiques. Donc, la radiation rouge correspond à une transition du niveau 3 vers le niveau 2, la verte 4 vers 2, la indigo, aussi appelée bleue, 5 vers 2, et la violette 6 vers 2. Les transitions vers le niveau final N est égal à 1 sont des transitions plus énergétiques dans le domaine de l'ultraviolet. On appelle ça la série de Lyman. Et celles vers les niveaux final 3 et 4 sont dans le domaine de l'infrarouge, sont donc de moindre énergie et en fait s'appellent les séries de Paschen et Brackett. Alors, un petit peu de pratique. On va faire 2 exercices ensemble sur le modèle de Bohr. Premier exercice. L'électron d'un atome d'hydrogène est excité jusqu'au niveau 4. Lors de son retour à l'état fondamental, il émet 2 radiations dont l'une est visible. Dessinez le diagramme d'énergie et déterminez la longueur d'onde de la radiation visible. Alors, je vais commencer par faire mon diagramme énergétique. Alors, je vais faire les différents niveaux d'énergie ici, en m'assurant de bien représenter le fait que les écarts ou l'écart entre les différents niveaux d'énergie est en train de rapetisser progressivement. OK, donc l'électron est initialement sur l'état fondamental, c'est-à-dire le niveau N est égal à 1. Il absorbe de l'énergie pour être excité vers le niveau N est égal à 4. Donc ça, c'est une absorption d'énergie pour l'électron. Delta E est positif. Arrivé au niveau N est égal à 4, on nous dit qu'il émet 2 radiations lors de son retour à l'état fondamental, dont l'une est visible. Et là, comme on vient de voir, les radiations dans le domaine du visible sont des transitions électroniques vers le niveau N est égal à 2. Donc, forcément, la première transition est la transition N est égal à 4 vers N est égal à 2. Donc, ça va être notre photon dans le domaine du visible. Et ensuite, il va y avoir une deuxième radiation qui est émise suite à la transition N est égal à 2 vers N est égal à 1. Donc, nous, ici, on s'intéresse au premier photon émis, puisque c'est cette radiation-là qui correspond à la radiation visible. Donc, ça, c'est la transition 4 vers 2. Donc, on veut calculer la longueur d'onde. Donc, je vais calculer l'écart énergétique, le delta E. Donc, le niveau final, c'est 2. Le niveau initial, c'est 4. Et grâce à l'équation de Bohr, je peux calculer l'énergie de ces niveaux-là. Donc, moins 2,18 fois 10 à la moins 18 joules sur 2 au carré. Donc, ça, c'est l'énergie de E2 moins 2,18 fois 10 moins 18 joules sur 4 au carré. OK. Donc, je calcule ces valeurs-là. J'obtiens 5,45 fois 10 à la moins 19 moins 1,36 fois 10 à la moins 19. Ce qui me donne la valeur de moins 4,09 fois 10 à la moins 19. Maintenant, est-ce que c'est normal d'avoir un signe négatif ici? Oui, bien sûr, puisque c'est une émission. Alors, quand l'électron perd de l'énergie, cette énergie-là se retrouve en photon, qui va avoir donc l'énergie, la même énergie, mais en valeur absolue. Donc, énergie du photon est égale à 4,09 fois 10 à la moins 19 joules. Et on sait aussi que l'énergie du photon, c'est égal à Hc sur lambda.
Donc, à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à isoler la longueur d'onde de cette équation-là. Et à ce moment-là, je vais mettre mes valeurs. Alors, constante de Planck, 6,626 fois 10 à la moins 34 joules secondes, fois la vitesse de la lumière, 3,00 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et tout ça sur l'énergie du photon qui est de 4,09 fois 10 à la moins 19 joules, ce qui nous donne une valeur de 4,87 fois 10 à la moins 7 mètres, ou exprimé en nanomètres, c'est 487 nanomètres. Donc, effectivement, là, on est dans le domaine visible, puisqu'on est entre 400 et 700 nanomètres. Il va un petit peu manquer de place ici, là. OK. Exercice numéro 2. Dans un atome d'hydrogène, un électron effectue une transition à partir d'un état initial de niveau Ni inconnu. Donc, c'est ce qu'on cherche ici. Sachant que le photon émis à une longueur d'onde de 434 nanomètres, déterminer le niveau initial ainsi que la couleur de la radiation. D'accord, donc là, on a la longueur d'onde du photon. À partir de ça, on peut déjà calculer l'énergie du photon. Donc ça va être ma première étape. Énergie du photon est égale à Hc sur lambda, 6,626 fois 10 moins 34 joules secondes fois la vitesse de la lumière sur la longueur d'onde exprimée en mètres. Donc 434, ça me donne 4,34 fois 10 à la moins 7 mètres. Ce qui me permet d'obtenir la valeur de 4,58 fois 10 à la moins 19 joules. Donc, à partir de l'énergie du photon, je peux déterminer la valeur du delta E pour l'électron. Donc, cette énergie-là, c'est l'électron qui l'a perdu. Donc, à ce moment-là, le delta E est égal simplement à la valeur négative là, de l'énergie du photon. Donc, moins 4,58 fois 10 à la moins 19 joules. OK, donc sachant cela, et sachant en fait que c'est une longueur d'onde dans le domaine du visible, puisque c'est 434 nanomètres, donc entre 400 et 700, on sait que le niveau final, c'est n est égal à 2. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir déterminer les valeurs énergétiques, la valeur énergétique de l'état final. Alors, moins 2,18 fois 10 à la moins 18 joules sur niveau final au carré qui est 2. Et ensuite, moins 2,18 fois 10 à la moins 18 joules sur le niveau initial qui est notre inconnu ici. Alors, tout ça, c'est égal également à moins 4,58 fois 10 à la moins 19 joules. Alors, il ne nous reste plus qu'à isoler le niveau initial. Donc là, c'est une démarche algébrique de quelques étapes, ce qui m'amène au niveau initial qui est égal à 5 ici. Effectivement, là, je ne vais pas mettre de chiffre significatif pour cette valeur-là, puisqu'on s'attend à avoir un entier ici, bien entendu. OK, donc en résumé, on a vu lors de la vidéo d'aujourd'hui que les atomes et les molécules produisent des spectres d'émission lorsqu'on les excite. Le spectre de la lumière blanche est continu, alors que ceux des atomes et des molécules sont discontinus. OK, maintenant les séries. Alors, dans l'ultraviolet, on a la série de Lyman. Puis, on sait que ça correspond à un niveau final égal à 1. Dans le cas du visible, c'est la série de Balmer. Niveau final n est égal à 2. Et dans le cas de l'infrarouge, on a Pachen et
bracket. OK, les couleurs de la série divisible du spectre de l'hydrogène sont en énergie croissante rouge. Donc ça, c'est la transition 3 vers 2, verte 4 vers 2, bleu 5 vers 2 et violette 6 vers 2. Il faut se rappeler que l'énergie de l'électron dans le modèle de Bohr est toujours une énergie négative et se calcule via l'équation En est égale à moins 2,18 fois 10 à la moins 18, la constante de Rydberg, sur n au carré. Et l'énergie du photon est toujours positive et se calcule en prenant la valeur absolue là, du delta E, qui est l'écart énergétique entre les différents niveaux lors d'une transition électronique. Puis, on sait aussi que c'est égal à Hc sur lambda à l'aide de l'équation de Planck-Einstein. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir.